gastrulation. Et lors de cette gastrulation qui dure 24 heures, en fait, elle va être caractérisée, bien sûr par encore, des, divisions cellulaires, mais elle va surtout, il va s'ajouter à ces divisions cellulaires, en fait, des mouvements des cellules, hein. Donc la gastrulation, elle est vraiment caractérisée par des mouvements, cellulaires qu'on appelle du coup les mouvements gastruléens. Et ces mouvements, cellulaires, ils vont aboutir à la fin de la gastrulation à la formation d'un embryon qui présentera 3 feuillets. En fait, 3 feuillets de cellules emboîtées. Au centre, un feuillet, qu'on appellera l'endoderme. Ensuite, on aura une couche, plus périphérique, de cellules qui s'appellera, enfin un feuillet cellulaire, qui va, être concentrique, enfin qui va entourer du coup cet endoderme et qui s'appelle le mésoderme. Et enfin un dernier feuillet qui va entourer du coup le mésoderme et qui va s'appeler du coup, l'ectoderme. Donc, quand on a un embryon avec, 3 feuillets, on appelle ça un embryon triblastique. Il y a des embryons diblastiques chez, des, animaux, moins évolués, hein. Par exemple, la méduse. L'embryon, en fin de compte, durant la gastrulation, il va s'appeler du coup, la gastrula, hein. Donc on va parler de gastrula et non plus de blastula. Alors, quand on regarde l'embryon de façon externe, comme on aurait pu le faire en fait en TP, et bah, lors de la gastrulation, on aurait vu justement, des événements, on aurait vu, des événements qui nous montreraient qu'on était en gastrulation. Donc en vue externe, bah, cette gastrulation, elle va déjà être marquée en fait par l'apparition d'une sorte de fente, d'une encoche. Alors cette encoche en fait, donc chez la diapositive numéro 33, cette encoche en fait, elle apparaît ici, hein, sur la première photo, on voit bien comme un petit arc de cercle et ce petit arc de cercle, vous allez faire attention parce que je me suis trompé, hein, j'apporterai une correction, mais je me suis trompé dans le cours. C'est pas au-dessus du croissant gris, mais c'est en dessous du croissant gris, hein, donc c'est plutôt, côté, donc en tout cas, comme on est, sur la demi-sphère, qui a le croissant gris, donc on est côté dorsal, ça pas de problème, mais on est plutôt, du côté arrière, hein, que du côté, avant. Donc, en dessous du croissant gris et bah, apparaît cette encoche en position dorsale et plutôt, plus dirigée vers le pôle végétatif, autrement dit l'arrière, de mon animal. Et quand on a simplement comme ça un petit arc de cercle qui vient juste de commencer à apparaître, on appelle ça le stade encoche. Puis, cette fente en fait, elle va, heu, alors on appelle ça aussi la lèvre dorsale. Et cette fente en fait, cette lèvre dorsale va continuer de grandir. Donc on voit bien sur l'image 2, et ben, on voit, qu'elle s'est agrandie, hein. Et cette fois-ci, maintenant, elle ne forme plus simplement qu'une petite encoche, mais elle forme ce qu'on appelle une anse de panier, hein. Donc on a progressé dans la gastrulation et on voit que par rapport à l'étape C, et ben, on voit qu'elle progresse et elle progresse là latéralement, hein. Donc elle va donner ce qu'on appelle les lèvres, du coup, les lèvres latérales. Et, heu et en progressant comme ça, latéralement, et ben, elle finit par presque se rejoindre ventralement, mais quand elle est pas encore rejoint quand les 2 morceaux sont pas encore, rejoints, ventralement, et ben, on parle du stade fer à cheval. Dès là, maintenant, les 2 lèvres, enfin les 2 extrémités de la lèvre se sont rejoints et donc elles forment du coup une fente, une lèvre totalement circulaire. On a formé du coup la lèvre, la partie dorsale de la partie ventrale de la lèvre et on a ce qu'on appelle du coup le stade, bouchon vitellin. Alors ce bouchon a une surface importante et ben, ça veut dire qu'on est au début du stade bouchon vitellin, donc on parle de bouchon vitellin jeune et puis progressivement on voit que, et ben, la surface va diminuer et on va finir par, simplement, une petite fente blastoporale, un petit, pore blastoporal et bah, du coup on va vers un stade bouchon vitellin de plus en plus âgé. Donc ça, c'était, donc la diapositive numéro 34 reprend, toutes ces informations. Donc ça, c'est vraiment la gastrulation vue, en vue externe, hein. Donc, quand on regarde, en loupe binoculaire, du coup, la gastrula, hein. Donc, ici, on voit bien, si on se replace, et ben, on a le pôle animal, hein. Ici, on a la calotte pigmentaire, hein. Donc, là, on est en vue externe, hein. Donc, la demi-sphère qui est le plus pigmentée,
hein, c'est l'hémisphère animal. De l'autre côté, on a du coup l'hémisphère végétatif. Donc avec ici le pôle animal et ici le pôle végétatif, je pourrais tracer du coup ici entre passant par le pôle animal et le pôle végétatif, l'axe antéro-postérieur. Ici, je suis en vue dorsale, hein, je suis sur une vue dorsale, donc j'ai juste, si je suis en vue dorsale, bah là j'ai le côté gauche et là j'ai le côté droit et j'ai l'apparition justement de la petite encoche du blastopore, hein, donc le début de la lèvre dorsale blastoporale. Donc là, je suis vraiment au tout début, en fin de compte, de la gastrulation. Et si je retourne mon embryon à de 90 degrés, et ben, je retrouve encore mon pôle animal, mon pôle végétatif, donc mon axe antéro-postérieur. Là, je vois bien que ma calotte pigmentaire, elle est tournée, hein, elle a basculé. Donc, ça veut dire que ici, j'ai mon croissant gris. Hein, de l'autre côté, et ben, j'ai le côté opposé au croissant gris, donc le ventre, alors qu'ici, j'ai le dos. Hein, donc là, ici, si j'étais sur une vue dorsale, là, cette fois-ci, je suis sur une vue de profil. Hein, d'ailleurs, de profil gauche, hein, et je vois que bah, la petite fente blastoporale, hein, et ben, elle démarre plutôt côté en dessous du croissant gris, hein, plutôt côté du coup, enfin sur la face dorsale, mais côté arrière, hein. Donc ici, on a la petite encoche, hein, qui va former du coup la lèvre dorsale. Ici, on nous présente bah, une vue pour montrer justement la progression de cette fente blastoporale. Donc, au début, bah, on voit bien que c'est une encoche, puis progressivement, on a une anse de panier, puis fer à cheval, puis quand ça s'est totalement circularisé, bah, on est au niveau de ce qu'on appelle le bouchon vitellin, et puis on voit bien que ce bouchon vitellin, il diminue sa surface, enfin sa surface diminue, et on passe à un bouchon vitellin du coup jaune à âgé, et puis après on a simplement une petite fente blastoporale qu'on peut aussi appeler un pore blastoporal. Est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect morphologie, gastrulation en vue externe? Alors pas de questions, donc du coup on va voir, et ben justement, on va voir l'expérience qui a permis de mettre en évidence justement la présence de ces mouvements gastruléens, de ces mouvements cellulaires qui caractérisent du coup la gastrulation. Hein, donc en 1925, en fait, on a Vogt qui met en évidence en fait ces mouvements par des techniques des marques colorées. Alors, la technique de la marque colorée, c'est assez simple en fait. Vogt, il crée un support rigide, alors, par exemple comme en pâte à modeler, hein, avec du coup un petit creux qui a la forme complémentaire en fin de compte d'un embryon. Cet embryon, il le prend au stade blastula, donc avant la gastrulation, et en fait, il le pose dans ce creux. Alors bien évidemment, il est dans un milieu de culture, hein, puisque c'est des embryons qui se développent en milieu aquatique. Donc, il a enlevé la gangue, hein, il a enlevé la membrane de fécondation, donc les deux enveloppes de protection. Et en fait, il a posé eh ben, des petits blocs d'agar qui contiennent un colorant vital, donc qui ne tue pas les cellules. Et donc, il laisse reposer en fait cet embryon, posé du coup sur ces deux petits blocs d'agar colorés, qui sont eux-mêmes posés sur le support creusé. Et en le laissant quelques heures, et ben, enfin en tout cas en le laissant un certain temps, et ben, les colorants viennent diffuser et viennent colorer du coup un petit groupe de cellules à la surface de l'embryon. Et puis ce qu'il fait, bah, ensuite, c'est il regarde le devenir en fin de compte de ce petit tas de cellules, de cette petite zone colorée, hein, de ce petit tas de cellules dans lequel a diffusé du coup le colorant, et il regarde du coup le devenir en fin de compte de ces cellules colorées au cours de la gastrulation. Donc, vous aviez en diapositive numéro 37 et ben, l'expérience de Vogt qui a été représentée ici avec 6 paires de schémas, hein. Donc, les schémas qui sont en haut, ce sont des vues externes. Donc ça veut dire qu'on nous représente une sphère, la surface de cette sphère, et les schémas qui sont en bas, ce sont des coupes sagittales. Donc ça veut dire, qu'on vous représente cette fois-ci, la sphère coupée. Et si on est en sagittal, ça veut dire qu'on sépare le côté gauche du côté droit, donc on passe par le plan de symétrie bilatérale. Donc, on nous a bien représenté, regardez en haut le pôle animal, donc le futur avant, en bas le pôle végétatif, le futur arrière, et du coup,
Là, on a le petit repère au niveau de la petite fente, hein, du blastopore par lequel va se faire le passage des cellules. Et ben ici, du coup, on est côté du coup dos et de l'autre côté, on est côté ventre, donc pour se replacer. Donc là, on aurait une coupe sagittale et on verrait d'ailleurs la partie, on nous aurait enlevé du coup la partie, je me repère, la partie du coup gauche et on verrait du coup la partie droite de cette coupe. Alors, on vous a j'ai représenté aussi, j'ai mis en couleur du coup les territoires présomptifs. Donc, c'est pour ça que j'ai mis à chaque fois futur, parce qu'on parlera vraiment d'endoderme, d'ectoderme et de mésoderme une fois qu'on aura fini la gastrulation. Donc là, comme on est au début de la gastrulation, pour l'instant, ce sont que des territoires présomptifs qui vont devenir, mais qui ne sont pas encore. Donc, en bleu, bah, c'est l'ectoderme, et plus précisément d'ailleurs en bleu, c'est l'ectoderme neural, le futur ectoderme neural. En blanc, donc là, on le voit pas sur la coupe A, enfin sur la vue externe A, puisque ce serait de l'autre côté, côté végétatif, hein, alors que là, j'ai une vue externe dorsale. Et bah, c'est le futur ectoderme, cette fois-ci épidermique, donc ce qui donnera plus tard l'épiderme, alors que le futur ectoderme neural, et ben, l'ectoderme neural donnera, c'est le cours d'aujourd'hui, du coup, le système nerveux. Ensuite, vous avez en rouge, c'est le futur mésoderme. Alors, j'en ai distingué, en tout, on pourrait en distinguer 5, mais j'en ai distingué simplement que 3, hein. Donc, le mésoderme cordal, hein, que j'ai mis ici en foncé, hein. Le mésoderme ici, qui sont de part et d'autre, le futur mésoderme somitique, et enfin le futur mésoderme des lames latérales. Alors, j'ai décidé de représenter que ces trois-là, puisque ça fait référence tout simplement à votre carte des territoires présomptifs qu'on avait vu à la diapositive 31, où on avait simplement j'avais simplement légendé 3 futurs mésodermes des lames latérales, futurs mésodermes somitiques et futurs mésodermes cordales. Et en réalité ici, j'aurais dû mettre une petite bande là-haut, hein, qu'on appelle du coup le futur mésoderme caudal, et ici, en bas, précordal, hein. Donc, il devrait y en avoir 2 autres, 2 petits autres, mais dont on parlera pas véritablement après. Donc, c'est pour ça que j'ai simplifié. Donc, du coup, eh ben, cette partie-là, hein, vous l'intégrez à cette partie-là, hein, c'est pas gênant. Et puis ça et ça, hein, voilà, vous continuez, c'est pas très grave, hein. Donc, vous simplifiez. Au lieu de faire 5 parties dans le futur mésoderme, bah, vous n'en considérez que 3, hein. Donc, ici, cette partie-là, qui serait le mésoderme caudal, et ben, vous l'intégrez au mésoderme cordal. Et cette partie-là, eh ben, vous prolongez ces traits-là et vous allez avoir le mésoderme du coup somitique. Vous l'intégrez dans le mésoderme somitique, ce mésoderme précordal. Euh, En vert, eh ben, c'est le futur endoderme qui donnera plus tard le tube digestif. Alors, on a ici sur la première diapositive, bah, on a les marques. Donc, il nous a fait en tout, du coup, on voit qu'on a les marques 1, 2, 3, 4, 5 et 5 primes, 6 et 6 primes, puisqu'en fait, les 1, 2, 3 et 4 sont en fin de compte dans le plan de symétrie bilatérale, et 5 et 6 primes, elles sont de part et d'autre du plan, hein. Donc, ils ont votent à représenter aussi, enfin, c'est pour ça qu'on a mis 5 et 5 primes, hein, puisque ce sont les marques qui sont symétriques l'une par rapport à l'autre. Et pareil pour 6 et 6 primes. Ici, on est en coupe, on voit qu'on est effectivement au début juste avant finalement la gastrulation, puisqu'on a la présence de ce blastocèle, hein. Je vous rappelle, avec une calotte du cou animal, des zones marginales et ensuite une partie végétatif, une partie végétative, excusez-moi. Et ici, on nous marque bah, justement la future encoche, enfin, en tout cas le début de l'encoche blastoporale. Alors, si on regarde ces marques, ben, on va s'intéresser d'abord à la première marque, c'est la marque numéro 1. Et cette marque numéro 1, eh ben, elle est ici. Et quand on la regarde au fur et à mesure, en tout cas en vue externe, on voit qu'elle est en train de s'allonger. Donc, à partir de la même position, elle est en train de finalement s'allonger, de se rapprocher du blastopore, hein, de la fente blastoporale, mais sans jamais disparaître. Elle reste toujours en surface. Si je la regarde en coupe, alors en coupe, il y avait une vraie difficulté. Donc là, ils ont mis la marque au-dessus de l'embryon, mais en réalité, là, ce seraient les cellules qui seraient colorées, hein. Donc là, il y a
une vraie imprécision, enfin une sorte de représentation qui est faussée, hein, puisque ce qui nous représente ici par le trait noir, c'est des cellules qui sont colorées, mais les cellules, elles devraient être dans l'embryon, hein, pas au-dessus de l'embryon. Donc, on pourrait imaginer, voilà, que c'est comme si c'était un petit support qui serait posé sur les cellules, qui serait adhéré aux cellules et qui pourrait se déformer, quoi. Et ben, quand on regarde la marque 1, et ben, on voit effectivement qu'elle s'allonge, hein, et qu'elle s'allonge en direction du blastopore, hein. Et si je regarde, mais jamais finalement, elle ne passe à l'intérieur de l'embryon. Et ben, ce mouvement, qui est un mouvement qui va concerner tout l'ectoderme, que ce soit, enfin, le futur ectoderme épidermique ou neural, hein. Donc, si j'avais mis en blanc, si j'avais mis cette marque 1, si j'avais fait une marque 1' sur la partie qui est marquée en blanc, c'est-à-dire le futur ectoderme épidermique, ça aurait donné exactement la même chose. Elle se serait étalée, si je l'avais mise par là, elle se serait étalée vers là, hein. On voit bien que, regardez, la surface blanche là s'étale, hein, progressivement. Et vous voyez bien qu'à la fin, eh ben, on a la surface bleue qui recouvre la partie dorsale de l'embryon et la surface blanche qui recouvre la partie ventrale de l'embryon. Et ben, ce mouvement, c'est ce qu'on appelle un mouvement d'épibolie. Et ce mouvement d'épibolie, c'est un mouvement qui est caractéristique justement qui permet la mise en place de l'ectoderme. Et donc, avec à la fin, et ben, la formation, la position de l'ectoderme neural qui sera en position dorsale et la position de l'ectoderme épidermique qui sera, lui, ventralement. Alors, ce mouvement d'épibolie, hein, eh ben, on verra tout à l'heure qu'il met en jeu un mécanisme cellulaire que l'on appelle l'intercalation radiale, hein. Donc, on va voir, hein, que nos cellules vont s'intercaler, hein, vont se mettre les unes à côté des autres, hein, mais dans une direction préférentielle, hein, ce qu'on appelle intercalation radiale. Est-ce qu'il y a des questions sur déjà l'analyse de la première marque, la marque 1, hein, qui met en évidence du coup le mouvement d'épibolie qui permet de mettre en place du coup l'ectoderme, hein, dont on distinguera deux parties, l'ectoderme neural en position dorsale, l'ectoderme épidermique en position ventrale. Pas de questions? Alors les autres marques, si on regarde toutes les autres marques, aucune ne fait exception. On voit que ces marques, elles aussi, elles vont, se déformer, se rapprocher de comment du comment elle se déplace là clairement. On voit bien que le point reste pas au même niveau, hein. Il ne fait pas que simplement de s'allonger. Là, elle s'allonge effectivement, mais aussi elle se déplace. Et à un moment donné, on voit que elles disparaissent, hein. On ne les voit plus à la surface de l'embryon. Donc, si on les voit plus à la surface de l'embryon, ça veut dire que ces cellules colorées, elles sont passées à l'intérieur. Et donc, du coup, elles ont été invaginées, hein. Donc, on va parler, hein, du mouvement cette fois-ci d'invagination. Et dans ce mouvement d'invagination, eh ben, euh, on va distinguer différents mouvements, hein. Donc, par exemple, si on regarde la marque 3, eh ben, la marque 3, elle était juste à côté finalement de la fente blastoporale, de la lèvre dorsale, hein. Donc là, on voit bien qu'on est un peu plus avancé, hein. Donc, on n'est plus au stade encoche, on est plutôt au stade, là, cette fois-ci, anse de panier, alors que là, on serait au stade fer à cheval. Et on voit que la marque 3, elle vient juste basculer, hein, à l'intérieur du coup de l'embryon. Si on suit au niveau des coupes, regardez, la 3, elle est juste à côté de l'encoche blastoporale et elle vient comme ça, hop, basculer à l'intérieur. Et ben, ce mouvement de basculement, hein, c'est ce qu'on appelle le mouvement d'involution, hein. Donc, dans le mouvement d'invagination, le mouvement juste où on passe de l'extérieur vers l'intérieur de l'embryon, c'est ce qu'on appelle le mouvement, en fin de compte, d'involution, hein. Et ça correspond du coup à une sorte de mouvement d'enroulement pour passer à l'intérieur du coup de l'embryon. Les marques 2, 5 et 5' et 6 et 6', et ben, quand je les regarde, on voit bien qu'elles se déplacent, mais en même temps elles se déforment. Elles, vraiment, elles s'amincissent, elles s'étirent, donc leur longueur augmente, leur largeur diminue, et en même temps elles se déplacent
vers la fente blastoporale et et à un moment donné, regardez ici, elles se sont rapprochées et quand on regarde elles passent. Donc là, elles sont en train de passer et puis là, elles ont fini de passer à l'intérieur de l'embryon. Donc là, par exemple, là, on nous montre bien la marque 2 et la marque 4 qui sont en fin de compte, donc notamment la marque 2, hein, qui est en train du coup de passer à l'intérieur, de l'embryon. Et ce passage en fait à l'intérieur de l'embryon, quand justement ces marques sont en train de se déformer, de s'allonger un peu comme ce qu'on avait vu pour la marque 1, et ben on a ce qu'on appelle un mouvement en fait, enfin ça met en jeu un mécanisme cellulaire qu'on verra, qui est le mécanisme de la convergence-extension. Donc on verra à quoi ça correspond. Un autre mécanisme qui interviendra, c'est que quand les cellules auront été invaginées, auront passé le mouvement d'involution et seront à l'intérieur de l'embryon, et ben elles migreront sur le toit en fait du blastocèle, hein. Donc vous voyez bien que le blastocèle il est ici, hein, et ben les cellules vont migrer sur le toit du blastocèle en migrant sur la MEC, hein. Donc c'est encore un autre processus cellulaire, hein. Et ces cellules elles feront de la migration sur MEC. Hem, Tous ces mouvements-là qu'on vient de voir, et ben, c'est des mouvements où on voit bien que les taches se déforment, hein. Donc, ce mouvement, d'invagination, en fin de compte, là, on vient de voir, hein, des mouvements d'invagination avec déformation des taches. Par contre, on n'a pas parlé de la tâche 4. La marque 4, et c'est un groupe de cellules, on voit bien, qui subit aussi un mouvement, hein. Par contre, vous voyez bien que le groupe cellulaire reste rond. Autrement dit, elle ne se déforme pas. Donc ici, hein, les groupes de cellules en position 4, si on suit au fur et à mesure, donc là, on voit bien qu'il y a une sorte de translation, hein, simplement. Hein, donc, on se rapproche. On est même d'ailleurs à l'intérieur du futur bouchon vitellin. Et à un moment donné, regardez, ici, hop, on bascule. Hein, donc là, on a un basculement de cette tâche 4. Et, euh, et ce simple basculement, ce simple mouvement d'invagination sans déformation en fait du groupe de cellules, c'est ce qu'on va appeler le mouvement d'embolie. Alors ce mouvement d'embolie, il va mettre en jeu du coup, ce sera le mécanisme qui va pouvoir permettre de mettre en place du coup l'endoderme. Euh, et ce mouvement d'embolie, hein, on voit ici, regardez la masse verte qui est ici, hein, sur ces schémas. On voit bien que cette masse verte, elle est en train de basculer littéralement à l'intérieur de l'embryon. Et du coup, la cavité blastocèle, elle est en train de régresser, elle est en train de disparaître. Regardez là, hein, elle a énormément disparu. Et là, ça y est, elle a quasiment disparu. Il en reste plus qu'une petite trace ici. Et tout simplement, c'est grâce à cette masse verte qui a basculé, hein. Donc, ce mouvement d'embolie permet de mettre en place, en fait, l'endoderme. Ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que les mouvements d'invagination avec déformation, eux, ils permettent de mettre en place surtout le mésoderme, hein. Donc, on voit ici, hein, que toute cette partie-là, toute cette partie qui était en rouge, elle est en train de basculer. Et d'ailleurs, on a le même processus de l'autre côté. Regardez ici, la partie qui est quadrillée là, pareil, regardez, hop, au niveau cette fois-ci de la fente blastocorale. Euh, donc, ce qu'on a à retenir du coup de de cette expérience de Vogt, on voit on a deux grands types de mouvements. On a un premier type de mouvement, c'est l'épibolie. Les cellules restent en surface et s'étalent à la surface de l'embryon. Ça permet de mettre en place l'ectoderme. Ensuite, on a un deuxième grand type de mouvement, c'est le mouvement d'invagination, où là, cette fois-ci, les cellules vont passer à l'intérieur des cellules, à l'intérieur de l'embryon, je veux dire. Si ces mouvements s'accompagnent d'une déformation du groupe de cellules, alors à ce moment-là, on a affaire aux mouvements d'invagination qui permettent la mise en place de l'ectoderme. Si par contre ce mouvement s'accompagne pas d'une déformation de la marque, c'est qu'on a affaire au mouvement d'embolie, hein, c'est-à-dire une invagination simplement par basculement, hein, des cellules.
à l'intérieur et bah, ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement d'embolie qui permet de mettre en place du coup l'endoderme. Ah, voilà et tous ces mouvements et bah, ils mettent en jeu des mécanismes cellulaires que l'on va étudier, hein, là, tout de suite. Hem, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Alors, je vous ai demandé en fait de retrouver du coup, de refaire. Il faut être capable de refaire cette expérience puisqu'il y a des sujets d'oraux sur le mésoderme. Donc ça veut dire qu'il faut parler des mouvements gastruléens qui permettent de mettre en place le mésoderme. Ça veut dire qu'il faut du coup être capable, de refaire cette expérience, enfin en tout cas, une partie de cette expérience pour montrer justement ces mouvements gastruléens et notamment les mouvements d'invagination avec déformation. Donc toutes les tâches 2, 3, 5 et 5 primes. Ça veut dire que du coup, eh ben, il faut refaire cette expérience, mais là, vous voyez bien que c'est bien trop compliqué, enfin trop complet. Donc du coup, il faut, vous vous avez juste à apprendre, enfin à refaire du coup, alors je vous avais dit de faire 4 schémas, mais en réalité 4 séries de schémas, mais on peut en faire que 3, hein, en prenant simplement le couple A, hein, en prenant le couple C et en prenant la dernière, le couple F et ben on arrive à montrer en fin de compte tous les mouvements, hein, gastrulaires, hein, donc il y a pas de souci. Donc ça, à connaître et puis, là, oui, ce qui se passera du coup à la fin, ce qu'on n'a pas parlé, c'est que ce que j'ai pas parlé, c'est que à la fin du coup une fois invaginé, à la fin finalement de la gastrulation, et ben, ce qui va se passer, c'est que notre endoderme ici, enfin le mésoderme ici, il va encore progresser, hein, et ici aussi, ils vont finir par se rejoindre, hein, ce qui va former un feuillet du coup en position intermédiaire, et l'endoderme va se retrouver au milieu et même ces bords, hein, donc les parties latérales vont se soulever comme ceci, hein, vont se soulever de l'autre côté et vont fusionner et donneront du coup une sorte de poche qui communiquera avec le blastopore qu'on appellera l'arc entéron. L'arc entéron, c'est le futur en fait tube digestif, enfin la lumière du tube digestif. Euh, donc voilà. À noter vraiment si qu'à la fin, mais je voulais noter dans le bilan, c'est qu'il y a un basculement en fin de compte de mon embryon, puisqu'il y a eu des mouvements, bah, c'est-à-dire que le centre de gravité en fait a changé et on voit bien que bah, si je considère la masse, bah, je vois bien que le centre de gravité il est là, il est plus là en fin de compte, hein, il est plutôt par là, donc à un moment donné il va basculer à peu près de 90 degrés cet embryon et il va maintenant présenter non plus son pôle avant en haut, mais ce sera son pôle dos en haut. Hein, donc on aura l'axe dorso-ventral qui sera maintenant du coup vertical et non plus horizontal, et l'axe antéro-postérieur qui sera horizontal et non plus vertical. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, les diapositives suivantes, c'est la diapositive 39, bah, elle vous présente justement des coupes qu'on aurait pu observer du coup au microscope lors du TP sur les embryons. Et bah, je vous ai mis les coupes et j'ai repassé par-dessus en fait les différents du coup les différents feuillets, hein. Donc ici, bah, sur cette coupe-là, on voit très clairement que eh ben, on a le mésoderme qui est en train de passer ici, hein. Celui-là n'a pas encore fait le mouvement d'involution, hein. Donc ça veut dire que ici on a la première lèvre qui apparaît, hein, la lèvre qui apparaît, la première c'est la lèvre dorsale du blastopore. Là, il n'y a pas encore l'apparition de la lèvre ventrale du blastopore. Et ici, bah, j'ai mon blastocelle, hein. Donc ici, je vois bien que j'ai une dissymétrie entre une partie qui est plus avancée et une autre partie qui est moins avancée. Donc ça veut dire que je suis bien en coupe sagittale. Et bah, ici, du coup, là où j'ai ma lèvre blastoporale, je suis côté dos, hein. Donc ça veut dire qu'à l'opposé, je suis côté ventre. Ici, au niveau de mon blastocelle qui est en train de régresser parce que je vois bien que le massif vert est en train de basculer à l'intérieur, et ben c'est du coup du côté avant, et de l'autre côté, là où j'aurai mon futur endoderme, quand il sera complètement mis en place, et ben j'aurai le côté arrière. Et ici, et ben là, du coup, ici, toute cette zone-là, et surtout là, on voit bien que apparaît une nouvelle casivité qui s'appellera du coup l'arc entéron.
Donc là, j'ai affaire à mon ectoderme qui se met en place et qui se divisera en 2. On pourrait dire ici du coup le futur ectoderme neural et ici le futur ectoderme, épidermique. Là, je suis sur une, graisse qui est plus âgée, donc là, on voit bien que le processus a avancé. On voit bien que là, le mésoderme, il a beaucoup plus progressé, hein. On est déjà, toute la partie dorsale est déjà arrivée jusqu'à au pôle avant. Ici, on voit bien qu'on a commencé l'involution, donc on a l'apparition d'une nouvelle lèvre, la lèvre blastoporale ventrale, alors que ici c'était la première qui s'est formée, c'est la lèvre dorsale. Et ici, à l'intérieur, j'ai le massif de macromères, les cellules du futur endoderme qui ont complètement basculé. Alors là, il y a une partie de l'embryon qui a été arrachée, mais là, il devrait y avoir tout ça, il devrait y avoir des cellules. Donc, on voit bien que toutes ces cellules qui étaient ici, dans cette partie-là, ont complètement basculé à l'intérieur, hein, ont subi le mouvement d'embolie. Et on voit bien que le blastocelle, maintenant, il est totalement régressé, hein, il a un volume qui a beaucoup diminué, hein, et on a l'apparition de cette cavité qui est l'archentéron, hein. Donc, si je me replace, là, je vois bien que la partie qui est la plus avancée, c'est toujours la partie dorsale, hein, puisque ici, j'ai la lèvre dorsale blastoporale. Ici, du coup, je serai là dans la partie avant. Là, ici, du côté du bouchon vitellin, puisque maintenant, si j'ai l'apparition de la lèvre ventrale, ça veut dire que du coup, ma fente blastoporale, elle est complètement circularisée, donc je suis au stade bouchon vitellin, hein. Le bouchon vitellin indique l'arrière, hein, et à l'opposé, du coup, j'ai l'avant où il y a le blastocelle qui est en régression. Ici, côté dorsal, du coup, j'ai l'ectoderme dorsal neural, ce qu'on appelle aussi le neuroectoderme, et de l'autre côté, j'aurai l'ectoderme ventral qui serait plutôt du coup l'ectoderme épidermique. Voilà. Alors si j'avais fait une coupe, comme ceci, hein, autrement dit une coupe frontale, ce que vous auriez vu dans une coupe frontale, vous auriez vu ici, là et là, ce serait rigoureusement identique. Donc si vous voyez 2 lèvres qui sont, avec, du coup, au même stade de progression dans l'invagination, ça veut dire que vous avez affaire à une coupe frontale. Si par contre vous avez 2 lèvres qui sont pas du tout au même stade, hein, une qui est beaucoup plus avancée que l'autre, vous avez affaire à une coupe sagittale. Est-ce que vous avez compris pour l'orientation de ces coupes et la détermination de ces stades? D'accord, donc ici, si j'ai 2 lèvres, je suis au bouchon vitellin, donc je suis vraiment à la fin. Si par contre ici, je n'ai qu'une seule lèvre, qu'une seule zone où il y a l'involution, où il y a l'invagination, hein, avec le mouvement d'involution ici de basculement, alors que là, pour l'instant, il n'y a pas encore eu le mouvement d'involution, je suis du coup une gastrula beaucoup plus jeune, hein, soit au stade anse de panier, soit au stade fer à cheval, j'en sais rien, hein, parce que il faudrait que je fasse une coupe frontale justement, perpendiculairement comme ça, pour voir si où en est la lèvre. Est-ce qu'elle est encore latéro-dorsale ou est-ce qu'elle est déjà en latéro-ventral, hein? Est-ce qu'elle est au niveau de sa progression? Alors maintenant, les mécanismes cellulaires. Les mécanismes cellulaires, du coup, qui sont à la base de ces mouvements, hein, donc on a dit le mouvement d'épibolie, puis l'autre grand mouvement associé, donc là où les cellules restent en surface. L'autre grand mouvement, c'est le mouvement d'invagination, où là les cellules vont passer à l'intérieur. Et dans ce mouvement d'invagination, on a 2 sous-mouvements, si vous voulez. Un mouvement sans déformation des tâches, c'est ce qu'on appelle simplement par basculement, c'est le mouvement d'embolie. Et sinon, on a un mouvement d'invagination avec déformation. Et ça va concerner du coup le mésoderme, hein, alors que le basculement, c'est pour l'endoderme. Et puis, dans les 2 cas, dans tous les cas, s'il y a invagination, il y a forcément à un moment donné où on bascule de l'extérieur vers l'intérieur, donc un mouvement un peu d'enroulement, hein, qu'on appelle du coup le mouvement d'involution. Et justement, commençons par ce mouvement du coup d'involution. Alors, ce mouvement d'involution, il va être initié, hein, par des cellules un peu particulières qu'on appelle les cellules en bouteille. Donc ici, vous avez une cellule en bouteille qui a été représentée. Alors là, elle est vue en coupe, donc ça fait un rectangle, mais il faudrait voir un parallélépipède, hein, donc
ou plus exactement, on pourrait même dire un cube, hein. Et en fait, ces cellules en bouteille, elles sont ici. Donc là, vous avez une coupe d'un embryon, mais vous n'avez pas tout l'embryon, en fait. L'embryon, vous n'avez qu'une toute petite partie. Donc là, on voit le blastocèle. Ici, on a des couches de cellules. Donc là, on serait sur la zone marginale, hein, qui borde latéralement le blastocèle. Et puis là, on aurait du coup la calotte animale. Et là, eh ben, j'ai l'hémisphère végétatif avec le futur endoderme, avec les macromères. Et ben, dans la zone où justement on va avoir le creusement de l'encoche, hein, l'apparition de la fente blastoporale, et ben, on a ces cellules-là, qui sont des cellules d'ailleurs de l'endoderme, hein, donc des macromères, qui vont subir des déformations importantes. En fait, au niveau de leur pôle apical, donc je vous rappelle que la partie de la cellule qui est au contact du milieu extérieur, eh ben, c'est ce qu'on appelle le pôle apical. Hein, rappelez-vous, avec les cellules épithéliales intestinales, les entérocytes. Là, par contre, les cellules, la partie de la cellule qui est côté milieu intérieur, eh ben, c'est le pôle basal. Et puis après, on a les parties latérales des cellules. Et ben, au niveau de leur pôle apical, donc au niveau juste en dessous de la membrane plasmique apicale, eh ben, on va avoir la polymérisation de, alors ce qu'ils ont appelé eux des microfilaments, mais nous on a appelé ça des filaments fin d'actine, qui vont être associés à des protéines motrices. Alors je ne sais pas si c'est de la myosine comme dans l'anneau contractile de cytodiérèse, mais en tout cas, ça va provoquer une constriction, une contraction ici du pôle apical. Donc on voit bien que ici, bah, la longueur ici de cette zone-là, eh ben, elle a diminué, constriction apicale. Et en même temps, ensuite, il va y avoir une polymérisation de microtubules qui va du coup déformer, hein, déformer du coup la cellule, mais la déformer non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Donc elle va faire un mouvement comme ça, hop, de retrait vers l'intérieur du cellule. Et on voit, bah, les biologistes ont vu une forme de bouteille. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça une cellule en bouteille, donc avec le goulot qui serait là, hein, et donc le réservoir de la bouteille qui serait là. Et donc là, si on regarde, eh ben, on voit, regardez les cellules qui se déforment, et en se déformant, ben, elles initient ce mouvement de basculement vers l'intérieur, ce mouvement d'involution. Donc, si je regarde la diapositive 43, et ben voilà, c'est cellules en bouteille qui sont représentées là. Donc là, c'est pareil, hein, ça veut dire qu'ici, j'ai une coupe de mon embryon, hein, d'ailleurs une coupe sagittale, mais j'en montre qu'une toute petite partie, à la zone où il y a la formation du blastopore, donc au niveau de la lèvre dorsale, et on voit bah, que, hop, en se déformant, ces cellules en bouteille, elles créent cette petite encoche et elles initient de coup le mouvement d'involution. Et donc là, voilà, on a nos cellules du mésoderme qui sont en train de basculer de l'autre côté. Et puis ensuite, elles vont eh ben, ici se déplacer sur le toit du blastocèle par migration sur MEC. Est-ce qu'il y a des questions sur ces cellules en bouteille? Alors, la migration sur MEC, donc la migration sur MEC, elle a lieu là. Donc là, c'est des cellules du coup du futur mésoderme, hein, des cellules mésodermiques qui vont migrer sur la MEC qui tapissait le blastocèle. Donc là, il faut imaginer, ici vous avez le blastocèle, bah, ici vous avez de la MEC. Et ben mes cellules qui sont là, les cellules du mésoderme qui se sont invaginées, et ben elles vont migrer comme ça sur le toit du blastocèle. Et ben pour migrer, il y a tout un processus un peu complexe qui est détaillé dans la diapositive 43. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une dépolymérisation en fait des filaments fin d'actine qui sont plutôt situés du côté du noyau. Donc, si je dépolymérise les filaments fin d'actine, ça veut dire que je passe de l'actine F au monomère qu'on va appeler l'actine G. Donc, on va obtenir du coup de l'actine G. Et cette actine G, en fait, va être transférée vers l'avant de la cellule où il sera du coup repolymérisé. Donc, on va former à ce moment-là des filaments d'actine, des filaments fins d'actine, hein, donc ce qu'on appelle l'actine F. Et la polymérisation de ces filaments fins d'actine va déformer la cellule en une zone un peu plate, hein, une sorte d'expansion un peu en lame qu'on va appeler le lamellipode et qui est prolongé par des extensions un peu plus en doigts, enfin qui forment des doigts
et qu'on appelle les philopodes, hein. Euh, alors attention, hein, ma cellule ici, je l'ai tournée à 180 degrés puisque en réalité, ça, c'est la MEC et c'est la matrice extracellulaire du toit du blastocelle. Ça veut dire que si je reviens ici, hein, je suis ici, hein. Je suis sur le toit du blastocelle et mes cellules vont migrer comme ça sur le toit du blastocelle. Donc là, par exemple, là, mes cellules qui seraient en rouge, eh ben, elles migrent sur le toit du blastocelle. Donc là, ma cellule, elle a été tournée à 180 degrés. C'est-à-dire que mon blastocelle serait là, non, excusez-moi, il serait là. Et ici, du coup, j'aurais la partie avant, hein, c'est-à-dire la calotte animale qui serait là. Alors ici, je déforme, j'obtiens du coup le lamellipode. Et ce qui va se passer, c'est que à l'arrière de la cellule, eh ben, elle est fixée par des jonctions qu'on avait vues, hein, qu'on appelle les points focaux. Et ben, au niveau de ces points focaux qui mettent en jeu des intégrines, eh ben, on va avoir une rupture en fait de ces points focaux, hein. Donc autrement dit, les intégrines vont ne plus interagir avec la fibronectine qui est, je vous rappelle, la molécule adhésive en fait des matrices extracellulaires. Et du coup, ici, les points focaux se désolidarisent de la MEC et on met en place d'autres points focaux au niveau de l'avant. Et une fois qu'on a fait ça, et ben, ce qui va se passer, c'est on va faire de l'endocytose. Et cette endocytose, hein, va progressivement transférer du coup la surface de la membrane de l'arrière vers l'avant. Et donc ma cellule, elle va comme ça bouger, elle va migrer, hein, en littéralement se désolidarisant de la MEC en arrière et en adhérant à l'avant et ainsi de suite et elle recommence et elle va comme ça migrer. Donc là, vous avez vu le processus du coup de migration et des cellules mésodermiques une fois qu'elles ont été invaginées, donc une fois qu'elles ont subi le phénomène d'involution. Euh, En amont, donc là, si je reprends mon schéma, donc j'ai vu l'initiation de l'involution, j'ai vu la migration sur MEC, et maintenant je vais voir tous ces mouvements qui sont en amont et qui ont lieu en surface, hein, ces mouvements qu'on appelle les mécanismes de convergence-extension. Alors, la convergence-extension, eh ben ici, je vais voir le premier mécanisme avec le mécanisme de l'intercalation médiolatérale. En fait, ici, ce phénomène, il a lieu du coup en surface de l'embryon. Et on voit que nos cellules, alors, ils ont mis quelques cellules colorées pour les repérer, et on voit qu'elles étaient d'abord sous forme de parallélépipèdes, et progressivement, elles se déforment, hein, elles prennent un aspect un peu fuselé, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Regardez, là, elles étaient réparties sur une grande surface, et puis elles viennent en fait s'intercaler, hein, se mettre les unes à côté des autres, et donc du coup, on voit bien que la surface, elle s'allonge. Enfin, en tout cas, on a un allongement des cellules et un rétrécissement de cette surface, un amincissement. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une convergence. Et puis, cette convergence, elle crée du coup une extension. Et allongement des cellules dans une direction perpendiculaire à l'axe antéro-postérieur. Oui, ce que j'avais oublié de préciser, c'est que l'axe qui est ici en pointillé, c'est l'axe qui relie du coup le pôle avant et le pôle arrière. Donc, en gros, sur mon embryon, si je reprends mon embryon, je vais prendre là, par exemple. Pôle avant, pôle animal et pôle végétatif, donc ici avant, ici arrière, mon axe il est là. En fait, il faudrait imaginer, voilà, que cet axe qui est en pointillé, comme je suis en surface, il serait comme ceci. D'accord? Donc en fait, on va avoir, justement, on voit bien qu'il y a une sorte d'allongement des cellules et si on regarde l'épaisseur de la tâche, on voit bien qu'elle s'amincissent, hein. Donc, on voit bien qu'on a bien un mouvement d'extension euh, de convergence plutôt extension. Donc, voilà. Et mécanisme d'involution avec les cellules en bouteille.
lait passe à l'intérieur et s'installe, hein, et on met en place du coup le mésoderme. Les mécanismes qui sont à l'origine maintenant de l'ectoderme, de l'épibolie, alors c'est un mécanisme d'intercalation aussi, mais cette fois-ci c'est un mécanisme d'intercalation radiale. Alors en fait, il faut savoir que la couche, si je reprends mon embryon, ici la zone, la calotte animale, elle est formée de 3 couches de cellules. On a une couche externe et on a 2 couches profondes. Et ce qui va se passer au cours de la gastrulation, c'est que les 2 couches profondes, elles vont venir s'intercaler. Donc on voit bien ici que la couche du milieu et la couche marron ne vont faire plus qu'une seule couche. Et donc, ce qui se passe, c'est que mécaniquement, on va avoir une extension du coup de la surface. En fait, là, cette fois-ci, elle ne se fait pas dans une direction particulière. Hein, la surface va augmenter dans toutes les directions. Et les cellules qui sont restées en surface, les cellules externes, comme elles adhèrent finalement aux couches profondes, mécaniquement, elles vont se faire étaler. Hein, donc, autrement dit, elles vont voir leur épaisseur diminuer et leur surface agrandir. Et si je prends le schéma qui est en page 48, on voit bien du coup le processus. Ici, regardez 2 couches de cellules, une blanche et une grise. Elles vont s'intercaler et du coup, on a augmenté la surface dans toutes les directions. Et ce mécanisme-là, il permet du coup au, au futur finalement à l'ectoderme de recouvrir l'intégralité du coup de l'embryon. Alors que l'intercalation médiolatérale, hein, qui avait lieu lors du mouvement de convergence-extension, on voit bien qu'il y a une intercalation, mais ça crée du coup une extension dans une direction privilégiée, hein, la direction antéro-postérieure. Et donc ça va permettre du coup de rapprocher les cellules, enfin les marques du blastopore. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces mécanismes? Alors, toujours, ce que j'ai oublié de redire, c'est que toujours pour expliquer justement, le fait que les cellules ici qui étaient en bleu et en blanc, que ces cellules vont venir recouvrir l'intégralité à la fin de l'embryon. Alors, il y a effectivement ce mouvement d'intercalation radiale, mais il y a aussi donc d'intercalation radiale ici, mais il y a aussi le fait qu'on a affaire ici à des micromères et on avait vu que ces micromères, elles ont un rythme de division qui était beaucoup plus rapide car elles étaient peu chargées en vitellus. Et donc, comme elles prolifèrent, mécaniquement aussi, elles s'étalent, hein, elles vont s'étaler et recouvrir l'intégralité de l'embryon. Donc, à la fin, tout à la fin, quand on a fait tous ces mouvements, hein, si je passe aux diapositives suivante, donc c'est celle que vous allez commencer à étudier aujourd'hui, je me rends compte que j'ai mon embryon avec du coup une couche de cellules, un feuillet cellulaire qui est à l'extérieur, qui est divisé en deux, une partie dorsale qui est l'ectoderme neural, une partie plus ventrale qui est l'ectoderme épidermique. Donc on a une première couche de cellules, un premier feuillet cellulaire, c'est l'ectoderme. Ici, on a un deuxième feuillet cellulaire en position intermédiaire qui est en rouge, c'est le mésoderme. Et puis on a un feuillet qui est à l'intérieur, hein, qui est en position centrale, c'est l'endoderme. Et on voit bien que ici, le mésoderme va encore progresser pour finalement finir par se rejoindre. Hein, et donc du coup, on aura vraiment une couche intermédiaire. Et ici, les bords de l'endoderme vont se soulever et vont fusionner et donner ici une poche qu'on appelle du coup l'arc. Donc voilà, la gastrulation, on voit bien qu'elle a mis en place et du coup notamment le feuillet du de part et d'autre le mésoderme somitique et enfin encore de part et d'autre plus ventralement le mésoderme des lames latérales, hein, dont vous allez étudier en fait le devenir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Alors, dernière chose, vous voyez bien que là, sur la coupe, où on est tout à la fin de la gastrula, on est même au début de l'organogénèse, on voit bien que notre embryon, il est toujours sphérique. Donc, tout ça, c'est fait encore à volume constant. Et pour l'instant, mon embryon, il est simplement, il fait autour de 1,2 mm, c'est-à-dire la taille finalement de comment
de la cellule œuf, enfin même de l'ovocyte d'œuf pondu par la femelle. Il va s'allonger, hein, et aller vers une organisation qui va ressembler à celle du tétard. Donc du coup, aujourd'hui, vous avez à traiter justement cette organogenèse. Donc vous avez une page de course, c'est assez rapide, vous allez voir, hein, c'est pas très difficile. Et vous avez notamment ces 2 schémas à reprendre. Hein, donc on vous serait en début de neurulation et en fin de neurulation, puisque le début, en fait, la première étape en fait de l'organogenèse, c'est la mise en place du système nerveux. Hein, donc c'est le gros du sujet, hein, du cours aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions?